En décembre, j'ai fait le travail avec eux, je leur ai dit mais c'est bien, vous avez mis sur la table les grands sujets de l'année prochaine, et si on faisait un breakdown par trimestre, vous en pensez quoi? Et on l'a fait. Alors on l'a pas fait de façon super détaillée, etc. Mais ça permet d'avoir une première base, et je leur ai dit rendez-vous au début avril et on fera le point sur ce qu'on a fait déjà sur ce premier quart d'année. Est-ce qu'on a pu faire ce qu'on avait dit qu'on ferait? Donc je suis en train d'essayer de les amener à ça aussi. Alors pareil, sans outillage technologique, j'entends, mais... Ça se soigne, ça fait rien. Mais effectivement, il faut quelques itérations pour arriver à ce que le pourcentage de delivery à la fin du trimestre soit à un niveau acceptable. Au départ, les gens sont un peu trop ambitieux souvent, ils en mettent trop, Ouais. parce que oui, on va y arriver, et puis en fait, non. Et il faut qu'ils arrivent à comprendre, comme tu dis, le côté capacitaire, le fait de dire, je vais passer finalement 30% de mon temps à faire du support, à faire du ceci ou à cela, et donc c'est pas dans mon delivery, et j'arriverai pas à la faire passer tout ce que j'ai en tête, et ça met un peu de temps pour que ça s'intègre. Bonjour à tous, je suis ravi que vous soyez là pour écouter la prochaine saison du podcast Les Révolutions. Donc vous le savez, on adore geeker pour essayer de comprendre les problématiques sur l'organisation projet, produit, et ça depuis le début. On a découvert dans les 10 derniers mois des personnes qui nous ont fait réfléchir sur la logique trimestrielle et l'impact que cela avait dans la relation de l'IT avec le business. Ce qu'on appelle aujourd'hui le PI planning, le quarter plan. On a pu aujourd'hui choisir, sélectionner, trouver, merci à eux, plusieurs personnes qui sont venues faire des rex et des retours d'expérience sur cette logique trimestrielle. Des personnes qui ont mis en place ça en mode PI planning, du safe, des gens qui ont cherché à comprendre comment créer cette relation trimestrielle avec un business qui fonctionne au quarter, et d'autres qui s'en sont sortis, qui sont allés sur des logiques lean. J'espère que vous trouverez dans ces échanges des clés pour réussir à transformer votre organisation et à créer vraiment cette IT business partner que tout le monde veut depuis 2010, mais qui reste encore aujourd'hui difficile. Bonne écoute. Eh bien, bonjour à tous. Je suis ravi aujourd'hui d'être avec Florian qui va se présenter juste après. On est dans le cadre de la saison qu'on dédie au quarter plan. Un peu, on essaye de le disséquer, de le comprendre sous toutes ses coutures, avec les expériences de plein de personnes qui s'y sont confrontées et qui ont appris avec ça. Avant d'aller dans l'épisode direct et de comprendre un peu comment Florian a enquêté sur cette thématique-là et l'a vécu, est-ce que Florian, du coup, tu peux te présenter, qui tu es, qu'est-ce que tu as fait dans la vie, un peu qu'on puisse tous te situer. Avec plaisir. Bonjour Bertrand, bonjour à tous. Donc je suis Florian Simonet, j'ai 54 ans, une trentaine d'années maintenant d'expérience, principalement dans l'IT, avec un parcours classique. J'ai fait du développement, chef de projet, chef d'équipe, et j'ai été DSI dans différentes sociétés, toujours internationales, toujours industrielles, beaucoup de projets autour de la supply chain, ce qui m'a amené aussi à être pendant 5 ans directeur supply chain pour de l'horlogerie. Parce que j'ai eu une espèce de mission de transition au départ pour remplacer la personne qui partait. Et puis ça s'est transformé en poste que j'ai pris et que j'ai gardé pendant 5 ans, avant de revenir dans une DSI, parce que finalement c'est quand même ça, là où je me fais plaisir. On peut piloter des projets, de la transformation, etc. Et le run me plaisait un peu moins. Ok. Depuis un peu plus d'un an, je travaille comme DSI de transition où j'accompagne des sociétés qui ont besoin d'un complément ponctuel. Et ouais, c'est vraiment très sympa comme activité. Et voilà, Et donc, du coup, aujourd'hui, donc DSI Transition depuis un peu plus d'1 an, c'est ça? c'est ça. C'est ça. Ok. Et donc, du coup, toi, comment s'est fait un peu cette découverte de la priorisation, répression capacitaire tous les 3 mois ou autour des 3 mois? Comment t'en es arrivé là? Parce que du coup, tu as 54 ans, donc j'imagine que des méthodes de projet, agile, projet, enfin des organisations, tu en as vu passer des millions, des consultants aussi. Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé un petit peu à une conclusion autour de il y a un truc qui se passe autour des 3 mois? Bah, c'était à peu près il y a une douzaine d'années. J'étais DSI dans une société avec une DSI d'environ 25 personnes. On couvrait un spectre de 17 pays, donc on était quand même très, très étendu. Et on était un peu faible en outillage. On était toujours dans un monde industriel très pressurisé par les coûts. Donc on était un peu avec pas grand-chose comme outillage. Et un des sujets qu'on avait, c'était les objectifs annuels que les RH nous imposaient. Et je me rendais bien compte que ça servait à rien
ou à pas grand-chose, pardon pour le rien, mais à pas grand-chose, et que finalement, entre une méthode de projet que j'arrivais pas à amener, une vraie méthode de projet que j'arrivais pas à amener parce que les gens avaient pas forcément ni l'envie ni la capacité, et puis ces objectifs annuels qui étaient quand même assez peu opérationnels, j'ai pensé qu'un découpage avec une maille intermédiaire et la maille trimestrielle m'a paru être la bonne, euh, pouvait apporter quelque chose. Donc mon point de départ, il est là, c'est de dire, décomposant des objectifs annuels que les RH nous imposent d'avoir dans les équipes en délivrables trimestriels, et on pourra avoir un meilleur suivi, on pourra avoir une granularité et qui permettra de mettre un peu de pression sur les gens pour s'assurer qu'ils livrent, sans rentrer dans une to-do list trop détaillée, trop Ouais. micromanagement qui n'était pas de mon rôle. Et du coup, juste, tu as dit aussi autre chose, tu as dit, euh, j'avais essayé d'amener de la méthode projet, en gros, un cadre vraiment structuré sur la manière de gérer les projets, etc. Mais tu disais, il n'y avait pas forcément l'envie ou la compétence. Est-ce que ce que tu veux dire, c'est que si on prend la formation, je dis une bêtise et je la critique pas du tout, par exemple Prince2, et de dire vas-y, on forme tout le monde à Prince2, tout le monde veut le faire et tout le monde devient chef de projet post Prince2, ça c'était ni envisageable ni la bonne manière de faire dans ton cadre là. Oui, parce que les chefs de projet, ils faisaient du projet, mais ils faisaient plein d'autres choses aussi. Donc, on Mhm. était dans une structure où le run et le build étaient un peu mélangés. En tout cas, à ce moment-là, après, on a un peu mis plus d'ordre, mais au départ, c'était vraiment mélangé et les gens faisaient à la fois le support et les projets. Donc, ils faisaient ça en passant et il fallait qu'ils y passaient un peu le moins de temps possible. Et ils étaient aussi des experts techniques, donc ils faisaient à la limite, ils faisaient le dev en même temps qu'ils géraient le plan projet et qu'ils faisaient du support. Donc à tout faire, bah, tu fais pas bien. Et donc, Ok. les former à un outillage trop complet ou trop complexe, ils avaient ni l'envie, ni le temps, ni la bande passante. Outillage Donc, ou méthode, tu parles pas, enfin quand tu parles oui, d'outillage, c'est de manière globale, là, une tout manière de à fait. travailler Oui, structurée, vraiment dans le détail de ton agenda quotidien, dans la façon dont tu fais tes specs, etc. Ok. Donc du coup, exactement. et la nature des objectifs annuels, parce que du coup, tu sais, quand tu dis objectif annuel, on découpe en objectif trimestriel, ça peut faire penser plutôt, pas forcément à quelque chose sur le delivery, qu'on adresse avec le quarter plan, mais plus à la partie OKR. Tu sais, la question de dire, bah, en fait, j'ai des objectifs annuels. C'était quoi la nature des objectifs qui t'ont poussé à le décomposer? Alors, dans ce contexte-là, effectivement, la Ouais, société avait un mécanisme d'évaluation annuelle qui intégrait différentes natures d'objectifs. Et il y avait une partie d'objectifs d'entreprise, donc d'objectifs départementaux et d'objectifs personnels. Et dans les objectifs personnels au niveau de l'IT, en général, on choisissait des projets et du delivery. d'accord. Il Donc peut y toi, tu avoir avais des les cas où, objectifs. Ok. voilà, Non, pardon, il vas-y, peut y pardon. avoir des cas où pour des managers, on leur demandait d'améliorer le management de leur équipe. Mais voilà, c'était une structure assez flat, il y avait peu de managers, donc c'est surtout du delivery de projet. Et à ce moment-là, Ok. plutôt que de dire on va mettre en place un nouveau système de gestion de la maintenance, eh ben, c'est bien comme objectif annuel, mais ça reste un peu léger. Après ça, on peut le décomposer, puis en dire ben, trimestre 1, on fait un cahier des charges, trimestre 2, on choisit la solution et le fournisseur pour l'implémentation, trimestre 3, on fait un pilote, et trimestre 4, on fait le rollout. Et comme Ok. ça, tu as quelque chose qui est beaucoup plus séquencé, sans rentrer dans un niveau de détail qui est pas possible pour un DSI à un moment donné. Ouais. Et puis, ça permet aussi d'avoir une communication vers le management qui comprennent comment on décompose les choses. Ça reste à un niveau suffisamment simple pour que tu puisses à la fois communiquer vers le management, faire un report d'activité trimestriel, de dire tiens, j'ai livré 80% de ce que je vous avais annoncé pour ce trimestre, et ce genre de choses-là. Ok. Et du coup, tu dis aussi une autre chose. Tu dis, tu vois, il y a la question de objectif annuel. Nous, dans le côté, donc du coup, on parle de d'année. Donc, tu vois, c'est bête à Mhm. dire, mais c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, on reset et on recommence un nouveau, de nouveaux objectifs, etc. Et donc, du coup, ça montre quand même que, tu vois, moi, je vois souvent plein de projets qui dépassent l'année, qui sont à cheval sur 2 années, etc. Et ça, alors, un budget, on s'en sert toujours, hein, d'une manière ou d'une autre, entre ce qu'on a validé, ce qu'on peut prévoir, etc. Mais ça peut aussi créer du flou, de la difficulté de comprendre, en gros, à la fin de l'année, qu'est-ce qu'on a shippé, quoi. Toi, tu avais cette partie objectif annuel. Comment, et du coup, en fait, objectif de faire des choses avec l'IT, on va dire les choses comme ça. Ouais. Qu'est-ce
c'était quoi qui était positif par rapport à ça, mais qu'est-ce qui te crée aussi comme contrainte ou comment, tu vois, est-ce que ça a handicapé aussi la question du découpage annuel aussi fortement que ça ou pas? Oui, bah, l'une des difficultés, c'est tu poses des objectifs en début d'année, et puis comme la vie n'est pas un long fleuve tranquille, en cours de route, il se passe toutes sortes de choses que tu n'avais pas anticipées, pas prévues, etc. Et tu arrives à la fin de l'année, et l'objectif que tu avais fixé à ton gars, bah, en fait, c'était plus du tout d'actualité, et tu as décidé de pas le faire. Alors, voilà, ça peut être embêtant, et on savait le gérer, mais c'était aussi l'intérêt de cette approche trimestrielle, c'est qu'on revisite trimestriellement la situation, et ça permet d'être beaucoup plus structuré et beaucoup plus focus sur les sujets importants. Et on réaligne un peu à chaque trimestre. Et après, ben, il y a des dérives. On avait prévu un truc et on décide de ne pas le faire parce qu'il y a une autre chose qui est arrivée qui était le plus important. Donc voilà, il faut avoir cette agilité, cette flexibilité. Et moi, je trouve que cette maille trimestrielle, elle a vraiment du sens par rapport à ça. Parce que l'année, c'est trop long, le mois, c'est trop court. Et entre les deux, bah, le trimestre, c'est pas mal. OK. Et en plus, Et comme toi, donc tu du communiques aussi, c'est aligné sur les. Quand tu es dans une société qui est cotée, c'est aligné sur les trimestres financiers, enfin, etc. Il y a une cohérence avec d'autres rythmes d'entreprise qui font du sens. et du coup, est-ce que si tu as le choix aujourd'hui, tu vois, dans ta mission de transition ou dans tes missions de transition, tu te, auto, auto-créer la contrainte de vraiment faire alors des objectifs annuels. Alors, tu sais, tout le monde fait des budgets annuels, mais un budget annuel, c'est pas une roadmap annuelle et c'est pas un truc à la fin de l'année, on compte ce qu'on a fait. Tu vois, il y a plein de nuances dans tout ça parce que tout le monde dit, ah oui, oui, mais c'est pareil. À la fin, tout est pareil, tout se vaut. Enfin, tu vois, c'est toujours la même problématique. Ça m'exaspère un petit peu des fois. Est-ce que toi, du coup, tu te recrées cette contrainte-là, de dire, OK, tous les trucs, on les commence, mais on les finira dans l'année. Et à la fin de l'année, on pourra dire ce qu'on a fait vraiment. Et si on doit continuer, si on arrive à la moitié du guet, etc., on refera autre chose. Ou est-ce que du coup, non, tu te laisses un peu plus de flexibilité parce que c'était quand même assez contraignant d'avoir cette logique-là annuelle? Oui, il y a de la contrainte, mais elle est nécessaire aussi. Et moi, j'aime bien cette décomposition trimestrielle. Et là, je l'ai insufflé dans mon client actuel en disant, Ok. ils ont une début d'année qui commence au 1er janvier, une année fiscale. Et là, en décembre, j'ai fait le travail avec eux. Je leur ai dit, mais c'est bien, vous avez mis sur la table les grands sujets de l'année prochaine. Et si on faisait un breakdown par trimestre, vous en pensez quoi? Et on l'a fait. Alors, on l'a pas fait de façon super détaillée, etc. Ouais. Mais ça permet d'avoir une première base. Et j'aurais dit, bah, rendez-vous au début avril et on fera le point sur ce qu'on a fait déjà sur ce premier quart d'année. Est-ce qu'on a pu faire ce qu'on avait dit qu'on ferait, comment, etc. Donc je suis en train d'essayer de les amener à ça aussi. Alors pareil, sans outillage technologique, hein, j'entends, mais c'est pas Ouais. grave. C'est pour initier une démarche. Et Ça se soigne, ça fait rien. Et stop. Bon, j'espère que l'épisode vous plaît. J'ai une chose à vous dire. Vous le savez peut-être pas, mais moi, c'est Bertrand Ruiz, je suis le CEO d'Ersas. Bon, placement de produit sponsor, c'est mon podcast. Je suis un peu obligé, non? Donc, Ersas, qu'est-ce qu'on essaye de faire? On essaye de créer le meilleur outil pour aider les directeurs de l'IT, les DG, les DAF à s'entendre sur la priorisation projet, la création de produits, en essayant de créer l'outil le plus simple possible d'utilisation pour le top management. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que tous les outils de gestion de projet, de gestion de tâches, etc. sont très orientés utilisation à la tâche, au ticket, et ne permettent pas à un top management de comprendre la réalité. Et ce que vous découvrez aujourd'hui dans le quarter plan, c'est ce qu'on essaye de faire avec ce produit, être le meilleur outil pour vous aider à mettre en place un quarter plan dans votre organisation. Si ce qu'on fait vous intéresse et que globalement cette saison vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit sur LinkedIn ou par mail. On est plutôt sympa et si on peut aider, que ce soit en vous montrant ce qu'on fait avec Ersas ou en vous mettant en relation avec des gens qui savent mettre en place le quarter plan, ça sera avec plaisir. Bonne écoute et kiffez bien. Et est-ce que tu dirais que aujourd'hui, tu vois, donc tu disais donc au tout début, dans ton expérience il y a une douzaine d'années, tu n'étais pas en capacité, c'était pas adapté de contraindre, de créer le côté méthodologique projet. Donc du coup là, moi j'ai l'impression que c'est plus en fait, tu le décris comme une organisation transversale où on ne vient pas être dans le détail de comment les gens travaillent au quotidien, mais plutôt de créer un commun de comment on s'aligne, on s'engage à 3 mois et comment on va être responsable après à regarder ce qui s'est passé dans les 3 mois. Comment toi tu le verbalises pour que les gens, quand tu en parles en interne, quand c'est nouveau, parce que forcément c'est nouveau d'une manière ou d'une autre, tu vois, ils ont fait des comités trimestriels sur les projets stratégiques, mais c'est pas ça dont tu parles. Tu es quand même à un niveau plus hands-on.
comment tu amènes les choses pour que ça soit pas vu comme une méthodologie de projet où c'est encore un ayatollah de l'agile, du projet, du machin qui arrive et qui t'explique la vie? Comment tu évites de rentrer potentiellement dans ce risque-là? Oui, alors là, le client chez qui je suis, il y a un PMO qui gère des projets avec une méthode structurée, etc. Donc, il y a même un petit peu de recouvrement, concurrence, on peut appeler ça comme on veut entre les Ouais. deux. Donc, j'ai vraiment essayé de dire, et c'est que avec les managers, les têtes de pont de chacun des domaines, de dire qu'est-ce que vous avez prévu de livrer sur le trimestre qui vient. Et ça peut être du projet, ça peut être une amélioration d'organisation, ça peut être des recrutements, ça peut être différentes natures d'éléments. C'est pas que les projets, c'est pas que le delivery. Et c'est vraiment dire à quoi vous allez passer votre temps et c'est quoi ce que vous espérez livrer sur ce trimestre. Et au final, ça crée de la transparence, ça crée de parce que derrière on l'a partagé en plénière dans un comité de management, et chacun voit aussi les objectifs de l'autre, ça crée de la transparence et ça, ils comprennent que ça aide à l'alignement, surtout quand tu as des équipes qui sont éclatées géographiquement et qui sont pas tous côte à côte dans un bureau et qui se parlent pas à tout bout de champ. Ils disent ah tu vas faire ça toi, tiens c'est intéressant, je m'y attendais pas. Ok. Et voilà, donc, ils comprennent cet intérêt-là de créer de la transparence, de la visibilité pour ce que chacun fait. Donc du coup, tu arrives à ce que ok, donc PMO, forcément, ça peut créer un peu de bruit, mais globalement, tu arrives à ne pas du tout avoir une objection de encore une méthode au projet, quoi. Non, là je l'ai pas eu en tout cas, ou alors ils sont gentils, hein, peut-être oui. Peut-être qu'elle y est, mais tu l'as pas encore eu. Non, non, mais ok, très bien. Et, et est-ce que du coup, donc, pas sur ce client-là, parce que c'est le premier quarter que tu fais avec eux, donc ça reste tout frais, mais C'est ça. dans tes expériences passées, et au bout de combien de quarters tu arrives à vraiment avoir des conversations intéressantes sur les arbitrages du prochain quarter? Parce qu'en fait, il y a plein de choses qui se sont rajoutées, il y a des choses qui ne sont pas forcément passées comme prouvé, et donc du coup, ta capacité à faire, elle est finie, et en grosso modo, ça passe pas, quoi. Ça met combien de temps? Est-ce que tu as une moyenne? Est-ce que tu n'en as pas? Est-ce que c'est vraiment très variable? Enfin, c'est quoi ta lecture de ce sujet? Oui, c'est variable. C'est variable par rapport à la maturité des personnes avec lesquelles tu le fais. Encore une fois, quand j'ai commencé il y a une douzaine d'années, je l'ai fait avec chacun des managers qui dépendaient de moi pour leur domaine. Et on a commencé comme ça et on l'a fait comme ça pendant, je sais pas, un an et demi. Et après, on a Ah oui, essayé quand de même. l'élargir. Et après, on a essayé de l'élargir en disant, ben, on va l'intégrer avec tous les membres de l'équipe. Donc, on va, pour chacun des 25 personnes, leur donner des éléments, des délivrables pour le trimestre. Et là, par contre, on s'est un peu perdu parce que ça devenait, il y avait commencé à avoir trop d'objectifs, trop d'éléments, trop de délivrables, disons. Et puis, il y avait sans être outillé avec du Excel, du PowerPoint, et puis les choses qui dérivent, les choses qui bougent, etc. On s'est un peu perdu et ça voilà, ça s'est un peu perdu en chemin. Tant qu'on était à un niveau plus macro, au niveau des managers, ça a fonctionné. Mais effectivement, il faut quelques itérations pour arriver à ce que le pourcentage de delivery à la fin du trimestre soit à un niveau acceptable. Au départ, Et les gens sont un peu trop ambitieux souvent. Ils en mettent ouais. trop. Parce que oui, on va y arriver. Et puis en fait, bah non. Et il faut qu'ils arrivent à comprendre, comme tu dis, le côté capacitaire, le fait de dire, bah, je vais passer finalement 30% de mon temps à faire du support, à faire du ceci ou à cela. Et donc, c'est pas dans mon delivery et j'arriverai pas à la faire passer tout ce que j'ai en tête. Et ça met un peu de temps pour que ça s'intègre. Concrètement, tu l'as mis en place combien de fois, cette logique quarter plan? Chez combien d'entreprises différentes? Alors, deux. Ok, La deuxième, mon client actuel, où on vient de le faire. Et puis, là, il y a une douzaine d'années, on l'a ouais, fait tourner pendant 4 ans à peu près, avant de ok, finalement dire, bon, on passe à une autre approche, on a fait un peu différemment et on a fait évoluer. ok. Et ok, clair. Et est-ce que tu avais des points pré-fin de quarter, tu vois, 15 jours avant de faire quarter, avec la direction générale, le directeur commercial, etc., pour leur montrer l'état des lieux avant d'arriver vraiment à la fin, pour qu'ils anticipent la priorisation de leurs besoins, ou c'était pas encore à ce niveau-là de maturité? Non, on était plutôt dans une approche avec un tunnel assez
clair, ça paraît un peu trop marqué, mais en tout cas, une certaine visibilité. Et la question, j'allais plutôt les voir 15 jours après la fin du trimestre pour leur montrer ce qu'on avait fait. Et dire voilà ce qu'on a délivré et voilà ce qu'on a dans le tuyau pour le trimestre qui vient. Parce que ça, on le savait par d'autres canaux, Mhm. etc., par des relations plus à des niveaux de middle management où on était capable de se caler. Et moi, j'allais le remonter aux membres du COMEX pour leur dire voilà ce qu'on a fait et voilà ce qu'on va faire. Et là, t'étais pas en relation avec eux pour les arbitrages parce que la somme des initiatives était bien trop supérieure. Alors ça, on le faisait, on l'a eu fait, mais on le faisait plus sur une maille annuelle. On ne le faisait pas à chaque trimestre. On Ok. cadrait grosso modo des éléments aussi en lien avec le budget, etc., pour dire, ben non, cette année, on va plutôt travailler pour les RH ou pour la finance ou pour ceci, parce qu'on ne peut pas être partout. Et donc, on se mettait d'accord à faire un choix, effectivement, si possible, dans une session euh, Et du coup, il transversale. n'y avait pas Et de pas en lien. réarbitrage trimestriel sur les choix à faire par rapport à tout ce qu'il y avait. Ça m'interroge parce que du coup, à quoi ça sert vraiment de faire un quarter plan si tu ne vas pas chercher de l'arbitrage sur cross-métier qu'il y a trop de choses à faire. Si mais c'est vrai qu'on le faisait un peu, je dirais pas sous la table, mais on le faisait de façon super structurée et c'était des ajustements relativement à la marge. Et si on avait un gros problème ou un gros changement de cap, à ce moment-là, on l'aurait fait. Mais c'était pas le cas. On était quand Donc, même dans toi, tu une. considères que tous les quarters, vous faisiez ça de manière relativement informelle ou dans tous les cas pas dans un truc méga carré cadence, etc. Mais ça, c'est pas. Enfin, il peut y avoir des cultures de boîtes différentes. Mais ça m'interroge encore le fait de dire on n'avait pas besoin de faire des gros arbitrages. Ça veut dire que ton flux de demande, il était relativement. Ça rentrait dans le quarter, quoi. Vous étiez pas, avec des demandes qui arrivaient, vous étiez pas en mode si vous laissiez faire à 140%, 150% sur les équipes. Si on l'est toujours, enfin, si tu me trouves une DSI où ils le sont pas, ça m'intéresse, hein, parce que voilà, il y a toujours plus de demandes que ce qu'on peut faire. Après, on arrivait à trouver des manières d'expliquer et leur dire, bah, pas maintenant, plus tard, ou alors même Ok, choix interne. Tiens, ben, au niveau je sais pas moi, de la finance, vous voulez un outil de conso ou vous voulez un outil de trésorerie, bah, les deux, on peut pas. Lequel vous voulez en premier? Et on arrivait à le gérer aussi comme ça. ok. Donc en gros, toi, tu dis, en fait, on n'arrivait pas en fin de quarter avec les 140% parce que la façon dont on travaillait avec les métiers, le rationnel qu'on avait, etc., on pouvait, vous aviez, vous, les éléments pour voir que ça allait pas passer, donc vous anticipez en continu pour qu'ils challenge leurs demandes et il y avait une bonne relation pour qu'ils soient OK pour décaler, enfin, ils n'étaient pas dans un affrontement en mode, non, mais si, il faut le lancer absolument à fin mars, ou ils entendaient que ça allait pas passer, ils cherchaient pas forcément à tout voir, etc. Ok. Donc toi, tu avais créé la capacité de voir ça, de le comprendre. Enfin, toi et tes managers, quoi. Enfin, ou tes Mhm. N-1. Et vous aviez une relation, somme toute, apaisée avec les responsables métiers. Alors, j'imagine pas tout le temps, mais globalement, pour pouvoir affiner les roadmaps et ce qui pouvait être lancé ou pas. C'est ça? Oui, c'est ça. Après, moi, je suis assez attaché à- à des principes du genre dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. Et effectivement, une fois qu'on avait dit quelque chose, je tenais à ce qu'on arrive à le délivrer. Donc, peut-être que j'ai eu des moments, des approches un peu trop prudentes, mais j'ai démontré qu'une fois qu'on disait oui, on arrivait à le faire. Donc, ça crée aussi une forme de confiance. Et quand tu leur dis non, ben, ils disent s'il me le dit, c'est qu'il a des bonnes raisons. Et on arrivait à le faire dans un climat raisonnablement apaisé, comme tu dis. Ok. Euh, ok, cool. Est-ce que du coup, ça t'a aidé à créer des momentum avec avec tes équipes, enfin ton équipe IT, enfin les gars de ton équipe, je vous micromanage pas les gars, mais par contre, il faut qu'on communique mieux sur les risques, les interdépendances, les décisions, parce on a un engagement trimestriel, on va dire ce qu'on fait, faire ce qu'on dit. Est-ce que ça t'a aidé dans ta relation avec eux à simplifier des fois des attitudes et des comportements de non, mais t'inquiète, c'est mon projet ERP, je gère. Et en fait, au bout de 9 mois, c'est la cata, quoi. Oui, après, je pense que ça a été aussi
un élément parmi d'autres qui a permis de faire grandir les équipes, globalement, et moi y compris, hein, et effectivement de prendre de la hauteur, du recul, de leur laisser plus d'espace pour que, justement, je reprends mon exemple au début, mettre en place un nouvel outil de gestion de maintenance quand tu as 12 mois devant toi, bah, si tu donnes ça à quelqu'un et puis que tu ne suis pas en cours de route, tu as quand même beaucoup de chances qu'à la fin, ça ne se passe pas comme il faut. Alors que quand tu commences à décomposer par trimestre, tu mets un peu des barrières, des garde-fous, et ça contraint dans une certaine liberté, ça donne un cadre dans lequel la personne peut s'exprimer, et je trouve que c'est la bonne approche, et ça a fonctionné, ça a aidé les gens. Puis après, tu as tout ce mécanisme qui se met en place, c'est de dire, on va communiquer dessus, on va faire un rapport d'activité, on va dire ce qu'on a fait, on va faire un peu de marketing de la DSI pour aller montrer ce qu'on a pu livrer et tout ce qu'on a pu faire, les gens oublient rapidement, etc. Donc ça a un côté valorisant de pouvoir dire aussi, ah bah ouais, ça va être communiqué, ça va faire partie du rapport d'activité, donc ça crée une boucle vertueuse. Euh, alors, ça prend aussi un peu de temps pour se mettre en place, il faut certaines choses. Encore une fois, on n'avait pas l'outillage. Maintenant, il y aurait des solutions, on en connaît, hein, qui pourraient nous aider. Mais c'était pas le cas à l'époque. Donc, mais c'est Ok. important parce que ça apporte vraiment des éléments. Et puis, effectivement, moi, je l'ai utilisé des deux côtés, à la fois pour communiquer vers le top management et à la fois pour communiquer vers toutes les équipes. J'ai essayé au début de faire une session plénière avec l'intégralité de la DSI pour partager et que tout le monde ait en pleine transparence les délivrables du trimestre. Je me suis rendu compte que ça n'intéressait pas une partie des personnes. Donc après, on l'a fait un peu différemment, on le faisait semestriellement, ce qui est un peu une espèce de compromis Entre deux. bâtard, mais Ouais. c'est-à-dire 2 fois par an, on fait le point et avec l'intégralité de l'équipe en plénière pour expliquer ce qu'on a fait, ce qu'on va faire. Ok. De toute façon, tu essaies de t'adapter aussi. Tout ça prend du temps, forcément, hein. Mais C'est toi, tu ça. faisais quand même l'exercice trimestriel avec tes top managers pour Ouais. affiner les choses. Ok. Euh, Et question un vers peu le, et vers piquante. le COMEX pour communiquer. C'est important pour moi, c'est d'aller dans les deux Ouais, sens, vers le haut et vers le bas. non, mais clairement. Est-ce que tu as un directeur métier, je sais pas moi, tu parlais de la supply ou quelqu'un d'autre qui est rentré dans cette logique-là trimestrielle sur son délivré à lui parce que vous en avez parlé, parce qu'il trouvait ça bien. Pas forcément de le faire avec vous, tu vois, en mode IT supply, mais est-ce qu'il y a d'autres directions qui sont rentrées dans cette logique de build, enfin de delivery trimestriel? Non, pas vraiment. En tout Ok. cas, pas formellement. Ouais, ouais, alors oui, alors du coup, est-ce que bon, disons différemment, est-ce que ça a fait un peu tache d'huile sur d'autres directions? Tu dirais pas en mode, c'est pas Non, aussi clairement que ça, quoi? pas aussi clairement que ça, mis à part la partie financière, puisqu'on était société cotée et qui avait calé le rythme des communications Ouais, trimestrielles, etc. Donc eux, ils l'avaient déjà naturellement, donc on bien avait sûr. ce même alignement. Mais sur les autres, non, je crois pas tellement. Et toi, à ce moment-là, tu étais au COMEX de la boîte ou pas? Non. OK. C'est intéressant du coup parce que en fait, tu t'es mis dans cette dynamique-là. On ne te l'avait pas forcément demandé, mais ça les a aidés à comprendre aussi ce qui se passait et cetera. Ça t'a permis de créer les conditions aussi avec tes équipes, de créer un engagement collectif au final? Parce que c'est Mhm. c'est ça que ça crée, le fait C'est trimestriellement. sûr. Hem, est-ce que tu dirais que maintenant, par rapport à ton expérience et cetera, si tu devais le refaire, ce que tu es en train de faire là, mais, avec, et je parle en dehors de l'outillage et cetera, mais avec ce que tu as connu et cetera, tu irais, 4 fois plus vite, 2 fois plus vite, 10 fois plus vite, non à la même vitesse sur l'impact que ça peut avoir sur le COMEX et cetera? Parce que forcément au début, il y a 12 ans, tu as dû te chercher à savoir comment faire, comment s'y prendre et cetera. Enfin, c'est bête à dire, mais c'est c'est Non, c'est c'est quand sûr. même, c'est quand même du taf. C'est sûr, j'ai tâtonné, j'ai bricolé. Les itérations, elles ont chaque fois été un peu différentes pour toutes sortes de raisons. Parce que voilà, tu remarques ce qui va bien, ce qui va moins bien et tu t'adaptes. Oui, oui, j'irai beaucoup plus vite. Et dans le contexte aujourd'hui de mes missions de DSI de transition, c'est quelque chose que je vais à peu près systématiquement pousser parce que c'est quelque chose auquel je crois et je pense que ça a vraiment du sens. Après, il y a des contextes qui le nécessitent ou qui le valorisent et d'autres moins. Mais je pense que c'est quelque chose auquel je crois, cette maille trimestrielle. Je pense qu'elle fait vraiment du sens. Et est-ce que du coup, c'est quoi les contextes
qu'il nécessite ou valorise, c'est deux choses différentes des fois. Ouais, Tu ouais. disais, il y a des contextes oui, il y a des contextes non. C'est quoi les contextes que toi, tu as vus dans ton expérience où tu dis, ouais, là, ça va faire du bien, ils vont tous dire que ça leur fait du bien, qu'ils le... Je pense que ça fait du bien partout, mais après, il y a peut-être d'autres priorités à mettre en œuvre avant ça. C'est plutôt là que je vois un questionnement. C'est dans la finalité, je pense que je vois pas de cas où c'est inutile. Je pense que c'est une façon de clarifier l'activité, de pouvoir créer encore une fois du reporting vers le haut, de la transparence vers le bas, de l'alignement, tous ces éléments-là, c'est toujours utile. Donc je pense que c'est bien fondamentalement. Après, il peut y avoir des cas de figure où il y a d'autres priorités à faire passer avant, parce qu'il y a d'autres situations de crise ou complexes et qui peuvent demander une autre attention d'abord. Mais sur le principe, moi je pense que c'est vraiment bien. Donc, moi, par exemple, tu vois, dans mon expérience, là, avec les clients, les prospects, etc., je vois deux typologies là, de direction enfin, de momentum de boîte où vraiment c'est, comme tu disais, valorisé, etc. C'est les boîtes en crise et les boîtes en forte Mm. croissance. Mm. La crise, c'est il y a du gaspillage, il faut qu'on soit efficient, et il faut que tous les trimestres, on peut pas être juste on budget, il faut qu'on soit aussi on scope. On peut pas lancer des trucs qui sont pas à strat, mais on peut pas non plus lancer des choses qu'on va arrêter en cours de route. On doit vraiment se concentrer sur qu'est-ce qu'on doit faire. Et bien sûr, il y a les gros projets, mais il y a aussi les petites demandes, etc. Et c'est une globalité. Et sur les en croissance, c'est en fait, ça part trop vite, ça part dans tous les sens. Il y a du gaspillage dans tous les côtés. Si on laisse appuyer le champignon comme ça, si on met de l'essence sur ça, ça va brûler. Il faut qu'on crée une démarche qui nous canalise et qui nous permet d'être efficient. Ça, c'est les deux. Et après, sur la nature des personnes, donc il y a bien sûr Si tu ceux me qui sont permets, pilotes. Bertrand, Vas-y, ouais, bien sûr. Avec juste plaisir. pour le deuxième cas de figure, je pense que c'est pas forcément que en croissance, ça peut être aussi en transformation. C'est à partir du moment où ça bouge, quand ça bouge beaucoup, que ce soit pour de la croissance ou de la transformation, je pense que c'est vraiment important, au-delà de la crise, comme tu l'évoquais avant. Et du coup ouais, pour moi, c'était la troisième, mais je le mettais pas sur la nature des boîtes, je suis plutôt sur la nature des personnes. En fait, moi, je vois plein de boîtes qui se transforment, j'en vois beaucoup du coup. Mais en gros, parce qu'ils viennent nous voir, comme tu dis, tu vois, ils sont intéressés, etc., portefeuille projet, etc. Mais tu vois, il y a vraiment une distorsion entre ceux qui veulent faire du portefeuille projet en disant, voilà, il faut qu'on ait notre roadmap des projets stratégiques, des programmes stratégiques, le côté un peu transformatif, de ceux qui veulent mettre du rythme. Et c'est là où je parle plutôt d'individualité. Mm. Il y a des gens qui veulent mettre du rythme dans ça et qui veulent pas que ça soit plan-plan. Je dis pas que les autres le sont, mais dans tous les cas, eux veulent vraiment pas. Non, mais tu vois, je veux dire, c'est pas contre les autres, c'est parce que eux, c'est important que d'arriver à ce côté, tu sais, se créer ces momentum d'engagement, de commitment des équipes. Ils parlent beaucoup de ça. Oui. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, ces gens-là qui sont aux manettes de transformation, etc., ils veulent pas juste un portefeuille de projet, des roadmaps de projets, etc. Ils veulent mettre des watts, quoi. Ils veulent que les gens se mouillent et ça, c'est souvent pour nous les gens aussi les plus intéressants parce que du coup, c'est cool, quoi. Il y a des watts, il y a de la volonté de faire de la démarche, de créer, de la dynamique, hein. C'est clair. Et ça, c'est Mais vrai, ça, ça, tu peux le trouver dans plein de boîtes, quoi. tu as dit un mot très important, le rythme. Et je pense que c'est vraiment ça. Je reviens à mon point de départ. Des objectifs annuels, il n'y a pas de rythme. C'est un peu l'encéphalogramme Mmh. plat. Puis à la fin de l'année, on compte les cadavres et puis voilà, ça va pas. Donc c'est pour ça qu'il faut descendre plus bas. Le mois, encore une fois, c'est trop court. Donc le trimestre, c'est la parfaite granularité pour justement donner du rythme et s'assurer que il se passe quelque chose et que les choses avancent au mieux. Et tu vois, nous, mais je suis 100% d'accord avec toi. Nous, moi, je leur dis maintenant tout le temps à tous les gens qui nous rencontrent et ça, je fais: «Franchement, vous pouvez utiliser ça pour un portefeuille projet, mais le portefeuille projet, c'est juste, le bas, bas, bas de la pyramide de Maslow dans ce que vous avez besoin, quoi». Faire vivre, bien sûr, la météo des projets, avoir une vision globale des projets, c'est très bien, mais ça vous empêchera pas de prendre le mur, dans 6 mois, dans 9 mois, dans un an. Par contre, si vous créez une démarche autour de ce portefeuille qui est une démarche trimestrielle de réallocation des ressources, de rechange des priorités, là, vous allez commencer à vraiment avoir des gains hyper importants. Mais du coup, ça, c'est une démarche que vous créez. Et c'est vrai que du coup, tu vois, ça interroge beaucoup parce que
parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent déjà passer le premier step de dire on veut un portefeuille en dehors de Excel, c'est plus possible de passer du PowerPoint, du machin et tout. Et moi, je leur dis, en fait, ça suffit pas, les gars, vraiment pas. C'est ça. Si Ah ce non. que vous cherchez à avoir, parce que souvent les gens disent, nous, on veut piloter l'avancement. Tu sais, cette phrase, elle Ouais, est ouais, intéressante, tu exactement. vois, ou on veut piloter le portefeuille. Mais c'est quoi piloter l'avancement? C'est quoi piloter un portefeuille si tu n'as pas une structure du temps qui est partagée avec l'ensemble des initiatives à l'intérieur? Mmh. Et en fait, tu vois, ça, même nous, on a mis du temps à le comprendre. C'est pas, je veux dire, c'est pas parce que c'est pas forcément évident. Mais du coup, en fait, cette phrase-là veut rien dire si tu l'associes pas à une démarche d'un rythme partagé, quels que Ah soient ouais. les métiers, la méthodologie d'exécution, et cetera. Et c'est cette réalité-là, nous, on a mis du temps à la voir, mais maintenant qu'on l'a vu et qu'on le voit chez nos clients, c'est vrai que pour nous, maintenant, c'est un peu le nez au milieu de la figure. C'est clair. Mais c'est majeur. La gestion d'un portefeuille de projet, ça t'amène, je vais pas dire nulle part, mais en tout cas, c'est pas ça qui crée le rythme et l'efficacité, etc. Il faut aller bien au-delà. Ouais, non, mais c'est un truc de dingue, hein. C'est un truc de dingue, hein. Et la question aussi que je me pose, tu vois, si on prend un peu le côté, ok, on n'est pas plus intelligent que tout le monde, ni Florian, ni Bertrand, ni Thomas, ni Simon, ni n'importe qui. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui dans nos ETI, si on parle de boîtes entre 500 et 2000 salariés, donc il y a plein de Mhm. projets avec ça, qu'est-ce qui fait que ça ne s'est pas généralisé déjà? Tu vois, qu'est-ce qui, tu vois, non, tu vois, c'est bête à dire, mais qu'est-ce qui fait que ça s'est pas fait? Pourquoi, tu vois, les DSI sont pas plus bêtes aujourd'hui qu'hier, les DG non plus. Ok, les choses bougent, on apprend, etc. Mais qu'est-ce qui fait que ça s'est pas fait? Tu vois, la fonction finance ou la fonction commerciale, ça fait très très longtemps qu'ils fonctionnent au quarter. Très très longtemps. Tu Oui, vois, mais oui, non, c'est vrai. Après, on a des budgets annuels, il y a beaucoup de choses qui restent, les objectifs RH annuels, etc. Il y a encore toute une Ouais, mais la culture. finance, c'est pareil, le sales, c'est pareil, je suis pas d'accord, tu vois. La finance, ils ont des budgets annuels, ils font des budgets annuels. La partie sales, ils doivent faire, tu vois, mais du coup, ils font ce que tu as dit, tu vois, ils font la même chose. Et bah, en fait, avoir les objectifs annuels, c'est important, mais si on ne fait pas par quarter, on n'y arrivera pas. Donc, on découpe par quarter. Tu vois, c'est la même chose. Mais je me pose la question, pourquoi ça n'a pas percolé? Tu vois, mais bon, Je sais pas. En tout cas, ouais, moi, pas de- j'ai fait ce cheminement-là à un moment donné en me disant, il faut essayer quelque chose pour donner du rythme, pour s'assurer qu'on avance au mieux, etc. Et je suis content d'avoir fait ce show-là et j'ai souri quand je vous ai vu commencer à communiquer autour de ça. Mais tiens, bon, on est d'accord. Tiens, enfin, ils sont pas trop bêtes ceux-là. Je vais les recontacter. Et, et est-ce que tu crois pas aussi, tu vois, je me suis dit que tu vois, le DSI, là, il s'est pris quand même deux grosses crises un peu dans sa tête là, dans les 15 dernières années. Tu en as une première sur le côté première crise, bon, on va pas en reparler, mais de projet à agilité, de agilité à projet. En gros, on doit travailler différemment à l'intérieur même des équipes parce que faire les choses comme on les fait en fonction des use cases, etc., c'est pas adapté. Et en même temps, de tout déstructurer comme ce que ça a été fait, ça a créé du bordel aussi. Premier truc. Et le second, c'était le passage de tout ce qui est infogérance, cloud on-premise au SaaS. Et à la capacité du DevOps. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même deux piliers structurels de l'IT qui ont accaparé énormément de ressources, énormément financières, mais aussi de bandes passantes, d'expertise, qui ont pu potentiellement, tu vois, être les vrais gros tu vois, combats, je parle positivement, mais voilà, challenge de l'IT dans nos ETI, parce qu'à ressources limitées, parce qu'à expertise limitée aussi, tu vois, enfin, c'est bête à dire, mais c'est des C'est trucs qui sûr. sont à forte valeur d'expertise, parce que quand tu as plein de trucs on-premise, il y a des trucs partout, tout sur du cloud, etc. Waouh, quoi. Et donc, du coup, est-ce que ces enjeux-là, ils ont. Et tu vois, il y a eu l'enjeu cyber, enfin, tu vois, dans les 5-6 dernières années, qui a aussi fait ça. C'est intéressant, tu vois. Le DSI, il ne parlait que de cyber, quoi. Mais c'est probable. Alors, on est dedans, donc on n'est forcément pas objectif, mais c'est sûrement un des métiers les plus complexes, les plus changeants, avec dans un environnement qui bouge. Les technologies d'il y a 5 ans sont aujourd'hui obsolètes. Enfin, je veux dire, il y a un rythme de changement qui fait que c'est difficile de trouver la capacité à prendre du recul, à réfléchir sereinement, etc. Parce que tu es constamment submergé soit par les demandes de tes utilisateurs, soit par des changements de technologie. Tu as un truc qui est obsolète qu'il faut que tu remplaces, tu n'as pas de budget. Enfin, franchement, moi j'adore, hein, mais c'est super challenging comme fonction. Donc, prendre du recul pour pouvoir réfléchir sereinement et dire bah, ma méthodologie de travail, comment je pourrais m'optimiser, etc., c'est pas facile.
et je pense que c'est un peu la dernière roue du carrosse. Ouais, alors c'est la dernière roue du carrosse, c'est sûr. Ça, c'est clair, mais ça, c'est vrai dans beaucoup de directions aussi. Mais OK. Et aujourd'hui, quand tu parles donc dans tes missions de transition ou dans celles que tu as commencé, est-ce que comment tu présentes cette volonté organisationnelle? Tu vois, c'est quoi tes mots à un directeur ou une directrice générale, tu vois, la personne qui t'emploie, qui te dit, tu vois, qui dit, OK, j'ai besoin d'un manager de transition, tu fais les entretiens. Dans ces entretiens, il te jauge un peu, tu lui dis comment tu travailles. À ce moment-là, tu lui parles de cette dynamique ou pas. Qu'est-ce que tu lui dis? Et c'est quoi un peu l'échange qu'il y a autour de ça? Non, alors ça a pas fait dans les 2 cas que j'ai comme expérience, j'en ai pas tant que ça, hein, c'est des missions longues, donc j'ai vraiment 2 cas de figure. C'est 2 cas très différents et ça a pas du tout fait partie des enjeux. Heu, le premier, il y avait une notion d'urgence, c'est qu'il leur fallait quelqu'un pour demain, donc j'ai passé la tête par la porte, ils m'ont dit: «Oh, tu as l'air sympa, allez viens, puis on verra bien». Ça peut pas être pire que rien. Donc à un moment donné, il y a assez peu de discussions et ça se fait vraiment comme ça. Il y a un bout de feeling humain qui passe et puis on se dit oui, bah, on va y aller. Donc c'est pas très détaillé, c'est pas comme le choix d'un partenaire ou d'un intégrateur ou d'une solution où tu as un cahier des charges, tu réfléchis, tu prends ton temps, tu fais des démos, des machins. Là, ça s'est fait beaucoup plus à l'arraché parce que c'était des conditions comme ça qu'il fallait mettre quelqu'un rapidement pour faire quelque chose. Donc on n'a pas eu beaucoup j'ai pas eu beaucoup l'occasion de vendre. En parallèle, je me prends des notes et je me structure en disant bah la prochaine mission, je sais que voilà les outils avec lesquels j'ai envie de venir pour pouvoir être très OK, rapidement opérationnel. Je suis de plus en plus au OK, clair là-dessus de mon côté, mais j'ai pas eu encore l'occasion de les exposer pour vendre une mission. OK. Et, et là, ton objectif dans ta nouvelle mission, c'est quoi? C'est alors en fonction de comment ça se passe, de la durée, c'est de te dire, je vais fonctionner en quarter avec mes équipes, je vais aller chercher un métier dans 2 quarters. Toi, c'est comment tu structures un peu ta l'itération, mais aussi l'impact de la démarche globale sur une année? Alors aujourd'hui, j'ai pas une visibilité sur une année parce que la mission est plus courte que ça. Donc l'idée pour moi, elle est assez simple et un objectif pas trop ambitieux, c'est d'arriver à insuffler cette culture trimestrielle. Et donc on a initié ça pour démarrer l'année. On va faire une première revue là début avril, et puis j'espère pouvoir en faire une deuxième juin-juillet. Et puis après, ben, je vais les laisser continuer en espérant qu'ils aient pris goût à la matière, à la façon de fonctionner et qu'ils la gardent. Mais ça, on verra. OK, Et donc, c'est principalement côté IT et j'ai peu été au contact du métier parce que c'était pas approprié pour le moment. OK. Et OK. Et aujourd'hui, dans la DSI de la mission, vous êtes combien? Vous avez une vingtaine, c'est ça? Ou c'était il y a 12 ans? Ça, j'ai oublié. Non, on était 25 là où j'étais avant en fonction. Aujourd'hui, c'est une DSI, non, ils sont un peu plus gros. Il doit y avoir 40-50 personnes. OK. Et donc, du coup, t'as la dynamique quarter plan, tu l'as fait avec les N-1 de la DSI, là? Avec quoi? Ouais, 5, 6, 7, 8 personnes? Ouais, c'est ça? c'est ça, 5-6 OK. personnes. Ouais. Et est-ce que dans ces 5, 6 personnes-là, tu identifies une personne qui va prendre, je sais pas moi, une demi-journée par semaine pour faire en sorte que cette méthodologie, cette organisation fonctionne? Tu vois, parce que toujours, il y a toujours une question d'énergie à mettre dans le moteur, ou c'est pas quelque chose que tu fais comme ça? Non, alors pour le moment, je les ai pas encore embêtés entre guillemets avec ça, mais je vais pas tarder à aller les revoir en disant tiens, on arrive déjà aux 2 tiers du premier trimestre, ça se passe bien, vous avez bien avancé, vous en êtes où, etc. C'est sûr que je vais retourner les voir là-dessus. Ouais. Mais du Après, coup, il y tu en as a pas qui identifié une personne qui va faire vivre la démarche, ou qui se prend le leadership de faire vivre la démarche, post ton départ, quoi? Pour l'instant, ça, c'est pas dans le non, pardon, mais j'ai plus identifié l'autre côté avec une personne qui est ouais, un peu OK, plus à la traîne. Mais ça, OK, oui. Mais non, pour le moment, j'ai plutôt des personnes assez moteurs, qui ont été assez responsives, sauf une OK. qui m'a Bon, dit ça, non, c'est la vie, je sais pas le faire au trimestre. Je sais pas, tant ouais. pis. Ça, moi, j'ai toujours, dans tous les clients, j'en ai toujours un qui me dit ça. En général, c'est celui qui a le projet le plus long, le plus, chaud.
et où en fait, je dis, mais tu sais, si c'est là où il y a le plus d'argent, c'est là où on a le plus envie de savoir ce qui s'est passé dans le dernier trimestre, parce que en général, quand ça va déraper, ça va faire mal, quoi. Donc, Alors là, bon, c'est pas le cas. C'est pas le cœur de la question. Mais c'est pas grave, j'ai laissé. Je me suis dit, après, quand on partagera en plénière, puis qu'on verra que tous sauf un ont fait l'exercice de bien arriver à découper au trimestre, ça va te donner de la motivation. ouais, c'est ça. Ouais. C'est toujours ça, les trucs un peu chelous. Ok. Et du coup, là, est-ce que j'ouvre les chakras, mais est-ce qu'aujourd'hui, tu as testé tu vois, des trucs avec l'IA pour aider les gens à découper au trimestre, ce genre de truc, tu vois, en mode assistant un petit peu? En mode, tu sais, parce que toi, tu te poses à côté d'eux, tu les aides à comprendre la démarche, tu fais avec eux des exemples de projets pour qu'ils, tu vois, s'ils en ont besoin. Mhm. Ça prend du temps. Euh, est-ce que tu as senti que, ou alors IA ou pas IA, mais est-ce que du coup, tu imagines des solutions pour que ce côté formation puisse se faire un peu plus rapidement que ce que tu as pu faire dans le passé? Alors, je l'ai pas réfléchi sous cet angle-là. Pourquoi pas? Effectivement, là, non. Moi, j'ai le temps de le faire et j'ai préféré le faire en one-to-one, en leur expliquant, en leur donnant les éléments tels qu'on a pu le faire un peu dans cette discussion ici. J'ai pensé que c'était plus porteur, plus motivant qu'autrement, mais effectivement, il peut y avoir d'autres approches. L'idée pour moi, c'est d'arriver aussi en disant, je l'ai déjà fait, je vois ce que ça apporte, et vous allez voir, ça va vous aider. Euh, Faites-moi confiance, c'est ça? il y a un peu de ça, oui. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Eux, ils doivent se dire, de toute façon, il est parti dans 4 mois ou dans 6 mois. Euh, Ouais, il va ouais. pas, il va pas nous embêter longtemps et son truc là. Ça peut être ça aussi, hein. Mais Il y a il y a il ça faut peut, de, ça peut. il peut y avoir de ça. Ça veut pas dire que c'est ça, mais il peut y avoir de ça. Est-ce que tu as un point qu'on n'aurait pas abordé dans notre échange, dans l'épisode, que tu penses qu'il serait intéressant de challenger ou d'échanger? Non, je crois qu'on a fait un tour assez complet, mais peut-être ce que je pourrais rajouter, c'est, tu l'as évoqué tout à l'heure, la gestion d'un portefeuille de projet, c'est pas suffisant pour pouvoir donner du rythme et s'assurer que les délivrables arrivent, etc. Mhm. Je pense que c'est vraiment un tout. Il faut effectivement mettre en alignement un tas d'éléments. Il faut de l'outillage, il faut de la méthode, il faut les bonnes volontés, les bonnes personnes, il faut de la gouvernance, il faut plein de choses pour que ça fonctionne. Et dès que tu as un élément qui manque, ça se sent tout de suite et ça ralentit, et ça baisse l'output de la machine. Mais il faut vraiment arriver à aligner toutes les planètes pour que ça se passe bien. Et le quarter plan est un de ces éléments-là qui vient créer l'alignement et aider justement à ce que ça se mette en place. Mais ça, c'est comme le portefeuille de projet, ça suffit pas. Il faut ça, c'est un indispensable, mais c'est pas suffisant. Et il faut vraiment que tu arrives à ce que tu arrives à aligner toutes tes planètes pour que tu puisses mettre le rythme qui va bien dans ta DSI et livrer les choses. Donc toi, tu dis quarter plein, portefeuille projet. Quoi d'autre dans les éléments un peu méga structurants? Une bonne cartographie, une bonne connaissance de ton environnement, hein, ça paraît un basique, mais c'est pas si évident que ça à trouver partout. Et puis une bonne distinction entre le run et le build, parce que justement le build c'est pas que les projets, il y a toute la petite couche intermédiaire de la multiplication des petits changes qu'on arrive bien à attraper avec un quarter plan, mais qu'on perd avec un portefeuille de projet. Et donc il faut Ouais. bien arriver à dimensionner ces éléments-là, parce que le côté capacitaire, je me rappelle avoir eu la question il y a très longtemps d'un DG, mais si c'est juste keep de Lighton et qu'on change plus rien, il faut combien de gars là? DSI 2, 3, 4? J'ai dit, non, 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 il m'en faut 15, hein, parce que rien que tenir la baraque en place, c'est déjà tout un boulot. Et finalement, on passe 2 tiers, 3 quarts de notre temps à faire le run, et puis il n'y a que un tiers, un quart qui sert à faire le build. Donc, et ça, c'est pas toujours bien compris. Donc, ces grands enjeux-là, ces éléments de dimensionnement sont importants à pouvoir aussi communiquer et à faire passer. Et tu dis, du coup, tu as dit un autre truc c'est super intéressant. Tu dis donc quarter plan portefeuille. Ensuite, tu parlais du rythme. Tu as cartographie de l'environnement. Donc, ça peut être un peu Mhm. large. Dedans, Ouais. moi, je vois deux choses.
La première, c'est que c'est Didier qui nous en a parlé dans l'épisode. Alors, je ne sais pas si ça sera passé avant ou après, mais il dit en fait, il regardait par domaine métier et il Oui. regarde leur saisonnalité à eux. Hmm. Et en fait, du coup, il regarde chacun des métiers à leur saisonnalité. Et du coup, dans les quarter plans, dans ce qui va se passer en build, comme tu dis, que ce soit feature, machin, ou projet, bah, en fait, du coup, ça va avoir un impact. Donc, il cartographiait la saisonnalité des métiers pour pouvoir en prendre compte dans le truc. Et c'est bête à dire, mais comme tu dis, des fois, Mais c'est si tu n'y super. penses pas, ça te. Non, mais tu sais que tu mets pas un outil en place pour la finance dans le quarter de leur closing. C'est pas la peine. Voilà, on est d'accord. Et du coup, celui-là, il est connu, par exemple, ou le Oui. lancement d'un produit. Mais en fait, il y en a plein de saisonnalités différentes avec les métiers, etc. Et du coup, il faut, comme tu dis, c'est pas forcément simple de l'appréhender. Et c'est sûr que quand Non. tu arrives, c'est pas écrit sur une feuille A4 recto verso. Tenez, monsieur Florian, avec ça, vous aurez compris le bise. Et tu dis après la question du run et du build, où globalement, les DSI se font tuer par leur run parce qu'ils ne le valorisent pas. Nous, ce qu'on a vu, c'est que, et c'est ce qu'on fait de plus en plus avec Ersas avec nos clients, c'est que on prend les produits principaux de l'organisation, ceux qui consomment le plus en termes de cash et en termes d'amélioration continue importante pour les projets, enfin pour les métiers, pardon. C'est pas 50 produits, des fois c'est 5, 6, 10, tu vois, c'est le Mhm. CRM, c'est le CH. Et sur ça, ben, en fait, les évolutions, c'est dans le portefeuille projet. Et donc, Ouais. du coup, ça permet de les valoriser. Et après, bah, tu vois, c'est toujours pareil, quoi. Tu as tout le reste des projets qui reprennent 20%, ça, on le met dans le ticketing classique, parce que de toute façon, tu n'arriveras pas à le valoriser. C'est pas les projets, c'est pas des produits importants. Et donc, du coup, c'est compliqué. Mais du coup, au moins, tu as tout ce rythme, enfin, tout ce build-là qui était caché, qui est remis au centre du game. Ça, c'est ça que tu Ouais, fais c'est aussi, du ça. coup? Ouais, je pense Ok. que c'est ça qui est vraiment important, plus que lire le run m'a tué, comme on peut l'entendre, hein. C'est vraiment c'est cette partie du continuous improvement. C'est ça, parce que ça, t'as vite fait de déraper et de consommer du temps, de créer de l'instabilité, de créer des bugs qui viennent générer des problèmes dans ton run, etc. Il faut vraiment maîtriser cette partie du continuous improvement, parce que là, il y a une vraie source à emmerde. Pardon pour le mot, mais c'est vraiment ça. Monsieur, t'inquiète, nous on prend les gros mots dans ça. S'il y a le podcast Russen, il n'y a pas de problème. Et on prend les accents aussi. On n'est pas, on est open, tu vois. C'est pas un podcast fait à Paris, tu vois. Ça, c'est sûr et certain. Il y a personne qui nous l'a dit. Non, mais Bon, écoute, avec ton merci accent, on ne Florian. peut pas te le dire, ça c'est sûr. Ouais, donc, tiens. Moi, j'ai plutôt les réflexions de ah, ça sent le soleil dans les meetings. Donc, modulo ce point-là, ça se passe bien. Non, écoute, merci Florian, c'était super intéressant. Écoute, merci à toi. Bon, du coup, est-ce que nos auditeurs peuvent te contacter sur LinkedIn, qu'ils soient DG, Bien sûr. DSI ou apprenti DSI? Ouais, super. Bah, du coup, Florian est dispo. N'hésitez pas à le contacter. Vous lui dites que vous venez du podcast, vous avez écouté son épisode. C'est toujours plus sympa qu'une sollicitation LinkedIn qui vient nulle part. Si voilà, ben, c'était trop cool de t'avoir, Florian. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, bien sûr, l'épisode, ça fait toujours du bien, à liker ou à donner une petite note sur Spotify, Apple, tout ça. Ça aide pour qu'il soit découvert. Et voilà, merci beaucoup.